De retour pour cette seconde table ronde qui va cette fois-ci s'intéresser aux points de vigilance et aux points d'attention pour faciliter le développement de l'habitat alternatif. Qu'est-ce qu'il faut changer? Quelles sont les limites? Comment faut-il s'y prendre? On va pouvoir en parler à partir de l'expérience de deux dispositifs dont les modalités sont différentes. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir à distance trois grands témoins qui sont là. Donc nous avons Frédérique de Scherf, qui est directrice de l'action sociale de l'Agirc Arrco. Bonjour Frédéric. Pierre-Olivier Lefebvre, qui est délégué général du réseau francophone Ville Amie des Aînés. Bonjour Pierre-Olivier. Et enfin Virginie Magnan, qui est directrice de la CNSA. Bonjour. Bonjour, ils vont nous livrer leur regard sur deux initiatives clés dont la première va être présentée par Gwenaëlle Aumesser, qui est directrice adjointe de la direction de l'offre de soins, de l'autonomie et des parcours de la Fédération nationale de la mutualité française. Et l'autre sera présentée dans quelques minutes par Arnaud Rousseau, qui est directeur général du groupe Orchidée et qui donc sera avec moi sur le plateau. Gwenaëlle Aumesser, bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, vous étiez en haut sur l'écran, donc voilà, donc j'avais repéré. Vous allez nous parler du dispositif renforcé de soutien au domicile qui a été monté par la Fédération nationale de la mutualité française, qui s'appelle d'ailleurs le DRAD. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste aujourd'hui ce dispositif ? Oui, bien entendu. D'abord, merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est un projet expérimental sur lequel la mutualité française est investie depuis plus d'un an maintenant. Et je vais vous présenter de façon assez courte le dispositif. Et puis, bien entendu, je répondrai à vos questions. Le DRAD, c'est le dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, qui est un dispositif expérimental dans le cadre de l'article 51 et qui est porté par trois organisations, la Mutualité française, la Croix-Rouge et l'association l'HSTV Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. C'est un dispositif qui est lancé sur 10 régions, qui va permettre 23 expérimentations sur 3 ans, je vais vous les décrire, et qui devrait nous permettre d'accompagner sur 3 ans près de 600 personnes âgées en perte d'autonomie. Et ça représente une enveloppe de 20 millions d'euros pour l'assurance maladie. Donc vous voyez, c'est un dispositif ambitieux qui permet en fait de répondre à une question qu'on s'est posée il y a quelques années maintenant, de voir comment on pouvait proposer aux personnes âgées en perte d'autonomie à domicile, puis je reviendrai tout à l'heure sur la question du domicile, un accompagnement et une véritable alternative à l'EHPAD, à la vie en établissement. Donc c'est un dispositif qui s'adresse aujourd'hui à des personnes en perte d'autonomie et qui est piloté sur les 23 territoires, soit par un EHPAD, soit par un SIAD ou un SPASAD. En mutualité, sur les 11 expérimentations, on a 5 dispositifs qui sont pilotés par un service, alors pas un service autonomie, mais un service à domicile, 4 SIAD et un SPASAD. Très bien. Et je crois qu'il y a des piliers qui sont les vôtres, et qui. Oui, tout à fait. Le constat qu'on a fait, et lorsqu'on a construit le cahier des charges avec la Croix-Rouge, HSTV, et puis bien entendu les gestionnaires d'établissements et de services médico-sociaux que nous représentons, le constat qu'on a fait, c'est la nécessité d'avoir pour continuer à vivre à domicile, même en situation de perte d'autonomie, d'avoir accès d'abord à une expertise gériatrique. Jérôme Guedj, j'en parlais en ouverture ce matin. L'expertise gériatrique à partir d'un certain niveau de perte d'autonomie est un élément essentiel à la fois de la prévention de l'accélération de la perte d'autonomie, mais aussi aux conditions de vie, qu'on soit en établissement ou à domicile. Cette expertise gériatrique, on la trouve où sur le territoire? On la trouve dans les EHPAD majoritairement. Et donc, on a souhaité, au travers de ce DRAD, au travers de ce nouveau dispositif, faciliter
l'accès à l'expertise gériatrique pour des personnes à domicile. On souhaite également mettre en place et renforcer la coordination des différents intervenants au domicile. C'est bien entendu un dispositif qui ne vient pas remplacer les dispositifs de coordination comme les DAC qui existent sur les territoires, mais on est bien sur le souhait d'apporter une approche globale et coordonnée de l'ensemble des acteurs au domicile. Et puis, le troisième pilier, c'est la gestion de l'urgence. On sait à quel point la question de l'urgence, de l'entrée en EHPAD en urgence, voire de l'entrée à l'hôpital en urgence est une question essentielle et un des éléments, on va dire, clés de l'accélération de la perte d'autonomie. Et donc, on a voulu faire de cette question-là un point particulier de notre dispositif et faire en sorte que la personne puisse avoir un réseau sur un territoire et un accès 24/24 à des personnels formés et qu'il connaît. C'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est bien entendu l'adaptation de l'habitat, puisque dans le DRAD, il est prévu une adaptation de l'habitat en fonction du lieu de vie et des besoins de la personne. Alors, un prérequis quand même mais on y reviendra pour la réussite de ces dispositifs, c'est bien entendu la formation des professionnels et le fait qu'on puisse avoir des professionnels qui soient à la fois en établissement ou faisant déjà partie intégrante d'un service à domicile et ayant la possibilité d'intervenir auprès de la personne accompagnée, donc au sein même de son logement. C'est l'idée qu'il y ait un service bouclé, mais on va y revenir. Peut-être juste, qui est concerné aujourd'hui par le dispositif, puisque là, vous avez lancé une expérimentation. Oui, alors, l'objectif cible, c'est d'accompagner sur 3 ans 600 personnes. Aujourd'hui, on est à peu près, donc à 1 an du lancement de l'expérimentation, à une file active qui représente 60%, c'est-à-dire 365 usagers à date au 30 octobre de cette année. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont en perte d'autonomie, y compris avec des troubles cognitifs, si l'environnement le permet, si l'expertise gériatrique est suffisante pour accompagner ces personnes-là. Et on a pour objectif de cibler vraiment des personnes qui sont en GIR 1 à 3, puisque le DRAD ne vient pas, je dirais, remplacer des dispositifs de coordination ou de services d'aide à domicile existants. À l'heure actuelle, le bilan qu'on a fait nous permet de dire qu'aujourd'hui, les usagers qu'on accompagne dans le DRAD, à 1 an du lancement, c'est d'abord des usagers féminins. Bon, ça ne vous surprendra pas. L'âge moyen, c'est 84 ans. Le GMP moyen, il est à 640. On a plus de 25% des personnes accompagnées par le DRAD qui sont totalement isolées. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et le motif principal d'admission dans un DRAD est la perte d'autonomie brutale. Donc voilà, je dirais, à 1 an de la mise en œuvre, en prenant des précautions, puisqu'on n'est qu'à 60% de la file active, le profil type d'une personne accompagnée par un DRAD. Ouais, une photographie en fait des personnes qui viennent. Alors on a beaucoup évoqué cette question qui était celle des proches. Finalement, et on voit aussi que finalement, quelles que soient les solutions, les proches sont sollicités. Quelle est la place des proches dans le dispositif qui est mis en place ? Alors en fait, la place des proches est essentielle, c'est-à-dire que on a vraiment pour objectif, à chaque fois lorsqu'on propose un service à la personne en perte d'autonomie ou accompagnée, d'avoir une proposition aussi de service à l'aidant. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'aidant qui vit au domicile avec la personne concernée ou accompagnée par le DRAD puisse bénéficier
également de dispositifs de droit commun ou supplémentaires. Je pense notamment à du soutien psychologique, à la possibilité aussi de faire appel à du répit, à des dispositifs plus collectifs d'accompagnement. Donc on est vraiment à chaque fois dans la conception, on va dire même, du bouquet de services avec l'aidant pour la personne en perte d'autonomie, mais pour l'aidant lui-même. Très bien, merci. J'ai une dernière question sur l'évolutivité du service, puisque là vous êtes sur du service à domicile. Est-ce que demain, on pourrait envisager une extension précisément de ce service auprès d'autres types d'habitats? Je pense notamment aux colocations, par exemple. Complètement. C'est-à-dire que nous, on part du principe que le DRAD peut aller vers tous les domiciles. Alors, pas le domicile établissement, puisque l'idée, c'est bien de proposer une alternative à la vie en collectivité, je pense à l'EHPAD en particulier, mais il n'y a pas de contrainte à aujourd'hui qui nous empêcherait d'intervenir dans une résidence autonomie, dans un logement regroupé, dans de l'habitat inclusif. On est vraiment sur un dispositif individualisé, évolutif et pouvant s'installer au domicile de la personne, quel que soit son lieu de vie. Très bien, merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de revenir, il y a des questions qui peuvent arriver. Merci en tout cas de cette présentation. Je me tourne maintenant vers Arnaud Rousseau. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général du groupe Orchidée et vous allez nous parler des maisons Amavitae qui sont développées à Villeneuve-d'Ascq. Donc, peut-être, c'est quoi le modèle Amavitae ? Alors déjà, les maisons Amavitae sont issues de l'association Groupe Orchidée, qui historiquement gère depuis une trentaine d'années 5 EHPAD sur la métropole lilloise et qui, il y a quelques années, a voulu développer des formes d'habitat et des formes d'accompagnement différentes au travers de résidences-services, ça s'appelle le domaine des Diamants Blancs, des centres de vacances, notamment pour des couples, de l'accompagnement à domicile qui est en train de se construire aussi à travers de l'EHPAD plateforme, on en parlait à l'instant, et puis les maisons Amavitae qui sont une forme d'habitat, une forme d'accompagnement nouveau pour nous, forme d'habitat, une vraie petite maison qui n'est pas donc une structure institutionnelle ou un établissement, mais une vraie maison de format familial avec 8 habitants qui disposent chacun de leur chambre et qui partagent le reste de la maison, les salles de bain, les salons, la cuisine, et une forme d'accompagnement qui est totalement orienté vers les activités domestiques, les activités du quotidien qui sont très porteuses de sens. Aller faire les courses tous les jours, faire la cuisine tous les jours, s'occuper de son logement, avoir des activités de loisirs dans la maison et à l'extérieur de la maison. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet, avec une façon d'accompagner les personnes dont on pourra parler qui est bien spécifique également. Et puis dans la maison, nous avons également un appartement pour un couple. Donc ça, on parlait tout à l'heure de conjugalité, couple. Voilà, tout à fait. Donc on a un couple qui peut vivre alors à la fois de façon autonome dans son appartement, parce que là c'est un véritable appartement, mais qui a la particularité d'être situé à l'intérieur de la maison. Donc le couple, et notamment l'aidant, peut bénéficier de services et de soutien au gré de ses besoins. Voilà. Et puis dans la maison, nous avons également un étudiant dans chaque maison et une chambre d'hôte. À côté des maisons, juste à côté, on inaugurera au printemps un petit jardin avec un jardin potager et puis également un parc animalier avec des poules et des chèvres. Parce que c'est un souhait des habitants, hein, c'est ça qui est toujours important. C'est pas nous qui avons imaginé ce projet-là, c'est à leur demande. Qui vous disent, ils vous font part du fait. Tout à fait. Notamment le jardinage, le potager, c'est quelque chose de très important. Et puis d'autres habitants étaient très en demande d'animaux. Et ce petit parc animalier, ces animaux, on considère que ça va être quelque chose de très facilitant pour créer du lien aussi avec notre environnement, notre quartier, et puis les personnes de tous les âges qui habitent autour des maisons. Voilà, un habitat inclusif, comme on a déjà pu l'évoquer. Mais alors, vous évoquez un modèle particulier du domicile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Dans l'accompagnement, on s'est inspiré, c'est vraiment l'origine de ce projet, de l'approche Carpe Diem qui a été créée il y a maintenant plus de 20 ans par Nicole Poirier au Québec, alors qui a de différentes dimensions dans cette philosophie d'accompagnement, notamment une des plus importantes qui est de
porter un regard différent sur la personne touchée par Alzheimer, pour se décentrer un petit peu des difficultés ou des carences à pallier, se concentrer essentiellement sur ce que la personne peut continuer à faire, sur ce qu'elle souhaite faire. Et justement, les activités du quotidien, elles ont un sens et elles sont porteuses d'un sens extraordinaire pour ces personnes, parce que quand on va faire les courses, par exemple, eh bien, on se déplace, on rencontre des gens, on voit des produits, on mobilise forcément sa mémoire aussi dans tous les instants, on est inclus et puis on est fier de ce qu'on a fait. Tout notre modèle repose sur le sentiment d'utilité sociale, l'estime de soi et l'effet Pygmalion. Si je montre à la personne que j'ai confiance en elle pour préparer un repas, et ben finalement elle va avoir un petit peu plus confiance en elle aussi et elle va mieux vivre malgré la maladie, sa vie quotidienne. On a un exemple que je trouve vraiment très, très frappant. Quelques semaines après l'ouverture des maisons, la responsable de nos habitats, Sarah Parmentier, entendait une habitante qui était avec sa fille au téléphone et puis disait à sa fille, écoute, je dois te laisser parce que déjà ici j'ai plein de choses à faire et puis on a besoin de moi. Et ça, se dire qu'une personne touchée par Alzheimer qui vient habiter dans une maison comme ça se dit on a besoin de moi ici, c'est quand même frappant et très fort, à mon avis, dans le vécu de la maladie. Tout à l'heure, on abordait la question de la responsabilité partagée. Là, on est sur une autre forme de responsabilité partagée, mais collective. Tout à fait. Alors, c'est une responsabilité collective. Et la question de la responsabilité est vraiment au cœur également de l'approche Carpe Diem, puisqu'on ne veut pas, au nom de la responsabilité du gestionnaire ou de la personne qui a organisé la forme de logement, priver la personne de ses droits, et notamment de ses droits à la liberté. Donc les maisons sont ouvertes, comme la maison de Carpe Diem depuis plus de 20 ans est ouverte, et les habitants peuvent sortir. Alors il y a des dispositifs qui existent pour une personne pour qui, dans l'évaluation qu'on a faite, on mesurait qu'il y a un besoin d'un dispositif ou d'un accompagnement particulier. Mais ce qu'on remarque, alors nous on a assez peu de recul parce que ça fait 3 mois maintenant que les maisons sont ouvertes, mais ce qu'on remarque, c'est qu'à partir du moment où la personne sort tous les jours, ce qui est le cas, notamment pour faire des promenades, des activités, les courses, etc., et où elle peut sortir si elle le souhaite, finalement, on n'a pas eu d'épisode de personnes qui sortent sans savoir où elles vont aller. Et puis la deuxième chose, c'est que pour quelqu'un qui n'ait pas envie de partir, il faut qu'il ait envie de rester. Et pour qu'il ait envie de rester, il faut qu'il voit bien que l'endroit où il habite, c'est son domicile. Et alors, quand on regarde de plus près le modèle Amavitae, il y a 2 spécificités qui apparaissent. Peut-être vous m'en donnerez d'autres, mais la première spécificité, c'est la question de la formation des personnes qui interviennent. Et peut-être juste comment est-ce que ça se passe, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, il y a eu déjà le recrutement des professionnels polyvalents qui travaillent dans la maison. On a eu la chance, nous qui sommes gestionnaires d'EHPAD, et comme dans tous les EHPAD, on a des difficultés de recrutement en ce moment, on a eu la chance de voir que sur un modèle comme ça, on a reçu des centaines et des centaines de candidatures parce qu'il semble que le modèle touchait les gens. Donc on a pu recruter des personnes forcément compétentes, mais aussi avec des valeurs qui nous semblaient très proches de ce qu'on souhaite mettre en place. Ensuite, l'ouverture d'une maison est précédée par 1 mois de formation de cette équipe de professionnels pour qu'ils se rencontrent, qu'ils fassent équipe ensemble et qu'ils soient formés par Amavitae au Québec pendant 1 mois, avec des phases d'aller-retour sur le terrain, on va dire entre guillemets, puisque pendant ce mois, les intervenants polyvalents vont rencontrer individuellement les futurs habitants chez eux pour faire connaissance, créer une relation de confiance, et ils peuvent avoir un retour lors des sessions de formation pendant le mois de formation avec Carpe Diem, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et par la suite, après l'ouverture des maisons, un professionnel de Carpe Diem vient nous rendre visite 5 fois une semaine pendant la première année d'ouverture de la maison pour nous aider à réfléchir à des situations et à maintenir l'essence de cette approche. Très bien. Et là, alors, je vous disais, il y a 2 spécificités. La seconde spécificité, c'est parce qu'on a beaucoup évoqué la question de l'anticipation depuis ce matin. Et je crois que vous avez, d'une certaine façon, une solution pour permettre aux gens d'anticiper, donc derrière de se projeter, qui sont les amis
les groupes, les amis d'Ama Vitae. Absolument. Alors, à l'origine du projet, on est 3 cofondateurs. Avec moi, on a travaillé avec Sylvie L'Enfant et Dorothée Poignant, qui étaient, comme moi, directeurs d'EHPAD aux Orchidées, et on avait conçu ce projet, etc. Il y a un moment où on s'est dit, c'est bien, on connaît un petit peu les personnes touchées par la maladie, etc., mais il va falloir qu'on associe ces personnes et leurs proches. Et donc, on a créé un ensemble informel qui s'appelle les Amis d'Ama Vitae, qui se rencontrent non pas dans des réunions, mais plutôt dans des cafés, dans des temps conviviaux, pour parler du projet, pour parler des maisons, et pouvoir co-construire ensemble des solutions. Ce qui est très bien, je trouve, c'est qu'on a notamment beaucoup de participants qui sont touchés eux-mêmes par la maladie et qui parfois s'impliquent dans ce groupe, non pas pour dire c'est mon futur domicile, mais j'ai envie d'y contribuer. Et puis c'est un lieu de rencontre aussi, puisque les personnes touchées par la maladie, leurs aidants, se rencontrent aussi lors de ces temps informels, et puis créent du lien. Donc c'est déjà en soi une réussite. Et ce qui permet derrière aussi de préparer Tout à le fait. fait qu'il y ait une colocation réussie. Bah oui, parce que quand on monte un projet comme ça, il y a un énorme stress avant l'ouverture, parce qu'on se dit, est-ce que ça va marcher ? Finalement, il ne suffit pas de décréter que des gens vont avoir plaisir à habiter ensemble pour que ce soit le cas. Là, ce qui nous a beaucoup rassurés, c'est par exemple lors de la dernière rencontre informelle dans un café, où 2 dames qui étaient des futures habitantes de la maison disaient, qu'est-ce que j'ai hâte qu'on se retrouve ensemble dans la maison, parce qu'on a plein de choses à faire ensemble, etc. Donc c'est une anticipation et une transition. Je pense que dans la préparation d'un projet comme celui-là, cette partie-là d'anticipation est vraiment très importante. Très bien, merci beaucoup. Là, je vais essayer de joindre Frédéric de Scherff. Quand je dis je vais essayer, je ne doute pas que Frédéric soit en visio. Donc je me tourne à présent vers les témoins. Rebonjour, Frédéric. Frédéric de Charge, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, le son vient de revenir à l'instant. Ah, très bien. Parfait. C'est parfait. Donc, rebonjour, donc, Frédéric de Scherff. Vous êtes directrice de l'action sociale de l'Agir Carco. Donc, vous avez assisté à ces présentations. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces initiatives, et surtout, en quoi est-ce qu'elles rejoignent finalement la politique et les politiques de l'Agir Carco ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Parce qu'il y avait quelques soucis de son. Oui, c'est bon maintenant ? OK. Alors, d'abord, vous dire que c'est très inspirant. Moi, ça me donne envie de vieillir et ça me permet de me projeter dans des habitats qui me conviennent. Donc voilà, je trouve que c'est déjà une note extrêmement positive. Alors, plus sérieusement, le régime Agir Carco, en fait, pour répondre à votre question par rapport à en quoi ça rejoint la politique de l'Agir Carco, ce régime de retraite complémentaire des salariés du privé a en fait depuis plus d'une vingtaine d'années participe autour du sujet de l'habitat des personnes âgées, participe à un certain nombre de projets. On a d'abord une politique autour de nos établissements, puisque nous avons un parc d'établissements avec 2 réseaux qui s'appellent Univie et BTP RMS. On a aussi une prestation d'adaptation du logement qui permet aux plus de 75 ans d'avoir un prestataire qui intervient, un ergothérapeute, pour regarder des solutions concernant son logement. Et puis, on a historiquement, depuis une vingtaine d'années, un système de financement, en fait, pour des opérations de construction ou de réhabilitation d'EHPAD ou de résidences autonomie. Et en contrepartie de ces financements, on a ce qu'on appelle un droit réservataire, c'est-à-dire un accès prioritaire pour nos allocataires. Donc voilà, ce dispositif, il existe, je l'ai dit, depuis une vingtaine d'années, et on dépense un peu plus de 30 millions d'euros par an uniquement sur cette partie-là. On a, avec nos politiques, en fait, cette année,
voulu mener une réflexion parce qu'on s'est dit, en fait, ce dispositif, il existe depuis un certain nombre d'années et on a vraiment besoin aujourd'hui de mieux répondre aux évolutions constatées, aux besoins des personnes à horizon 2050. On a eu beaucoup de remontées terrain qui nous ont dit, oui, mais le dispositif que vous avez aujourd'hui correspond plus aux besoins et aux attentes de la population. Il y a d'autres types d'habitats, il y a d'autres situations. On veut aussi nous adapter à l'évolution des personnes, y compris à celles qui connaissent des troubles cognitifs. Donc voilà, on se doit de proposer une gamme de services et de types d'habitats assez variés pour en fait répondre le mieux possible aux différentes situations et aux différentes aspirations individuelles de nos concitoyens. La proximité, par exemple, on l'a vu, la taille humaine, la qualité de vie, enfin voilà, ce sont des éléments sur lesquels on a envie d'investir. Donc notre enjeu, c'est au travers d'une nouvelle stratégie d'investissement sur les territoires, c'est aussi de rendre l'action que nous avons autour de l'habitat beaucoup plus lisible et beaucoup plus efficiente en suivant les projets et en investissant dans des projets qui ont du sens sur les territoires. Donc on a juste un postulat de départ, c'est qu'on veut proposer des actions financières qui soient complémentaires au plan d'aide à l'investissement. Voilà. Il y a des gros dispositifs d'investissement qui ont lieu. Il ne s'agit pas de faire la même chose, il s'agit vraiment d'être en complémentarité avec ces logiques-là. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a 3 axes sur lesquels, en 2022, on veut vraiment avancer et proposer des financements. Le premier, c'est donc ça correspond à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. On poursuit la rénovation immobilière et architecturale d'EHPAD et de résidences autonomie, dans le but vraiment d'améliorer la vie quotidienne des personnes. Donc, on n'est pas dans une logique de rénovation avec un coup de peinture à l'extérieur de l'établissement. On est vraiment dans une logique de réaménagement de salles de restauration, d'espaces communs, enfin de ce type des lieux de vie des personnes pour avoir un impact immédiat sur leur vie quotidienne. Dans cet axe, on veut aussi proposer, et j'ai entendu des exemples extrêmement intéressants, on veut aussi participer à la solvabilisation, donc au financement d'offres de services un peu différentes, un peu innovantes. Et pour cadrer ces sujets-là, à forte valeur ajoutée pour les personnes, on proposera des cahiers des charges spécifiques pour nous permettre de financer ces dispositifs. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, qui est nouveau, c'est qu'on souhaite participer financièrement au développement des nouvelles formes d'habitat. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin, puisqu'on a entendu ce matin toutes ces nouvelles formes d'habitat qui se développent, et j'allais dire, c'est tant mieux. L'habitat inclusif, solidaire, partagé, de la colocation. Voilà, là encore, on souhaite être présent sur cet investissement-là. On a déjà des caisses de retraite du régime Agirc-Arrco qui financent des dispositifs comme la Maison des Sages ou comme cette famille pour l'accueil familial qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, donc on veut vraiment rentrer de façon durable dans le financement de ces nouvelles formes d'habitat. Le troisième axe, il concerne les aidants. Vous avez été aussi nombreux et nombreuses à évoquer la place fondamentale des aidants dans ce type d'habitat. Ce que l'on souhaite faire, c'est développer des lieux de vie ponctuels pour les familles et aussi pouvoir les utiliser parfois comme lieu de répit pour les aidants, donc dans les établissements et à proximité. Donc voilà, en quelques mots, les 3 axes qui résument un peu la politique que nous souhaitons mener en 2022 en termes de financement de ces nouvelles formes d'habitat. Très bien, merci. Peut-être juste rapidement sur la question des financements, le fait que vous fléchiez les financements avec... j'allais dire le plus en amont possible, ça veut dire que derrière, vous allez aussi stimuler la façon dont les projets sont à la fois conçus et adaptés. Oui. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, un des reproches qu'on peut faire au dispositif, alors il permet de faire avancer des beaux projets, mais un des reproches qu'on pourrait faire, c'est qu'on intervient à la fin du montage financier du projet. Et là, on veut, en 2022, complètement inverser l'approche. C'est-à-dire qu'on veut, au travers des financements, influer et transformer réellement les réalisations et les projets.
on va expliciter clairement la contribution que l'on attend et on veut se positionner en amont avec des cahiers des charges qui seront précisés. Donc voilà, on financera uniquement si le projet correspond aux attentes. Très bien, merci. Alors, j'ai juste une dernière question s'agissant des disparités territoriales. On l'a évoqué, on parle du Morbihan, on est ici dans les Landes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans les politiques que vous menez, vous pouvez tenir compte finalement des disparités en termes d'incidence, par exemple, en termes d'habitat, à la fois qui tiennent à l'incidence des maladies et puis aux ressources territoriales? Alors, en fait, vous avez complètement raison. On a besoin évidemment d'une analyse et d'un mode opératoire qui soit sur le territoire et qui soit en lien avec la connaissance des besoins du terrain. Pour ça, on a d'ores et déjà depuis cette année développé des moyens et des ressources significatives au niveau du terrain et au niveau des territoires avec des équipes d'action sociale du régime, Agir Carco, qui sont aujourd'hui sur les territoires. Ils sont une centaine et ils ont cette connaissance et ils seront porteurs de cette nouvelle stratégie. Aujourd'hui, une de leurs missions de cette action sociale territoriale, c'est de connaître et de rendre accessible l'offre action sociale du régime. Donc, ils sont aussi dans des logiques de représentation sur les territoires au sein de nombreuses instances locales avec les conseils départementaux, évidemment, et les ARS. Et ce sont eux, aujourd'hui, qu'on considère et on a construit cette mobilisation territoriale pour ça aussi. C'est eux qui, aujourd'hui, en lien avec le national, seront les plus à même d'analyser les demandes en fonction des besoins des territoires, alors en lien avec le national évidemment, puisqu'il faudra aussi qu'on fasse des choix, mais ce seront eux qui seront porteurs de cette politique et qui pourront valoriser les projets qui ont le plus de sens par rapport aux besoins des populations locales. Très bien, merci beaucoup. Je vais juste maintenant me tourner vers Pierre-Olivier Lefebvre, qui est donc délégué général du réseau Ville Amis des Aînés, réseau francophone Ville Amis des Aînés. Peut-être, Pierre-Olivier, quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'habitat inclusif ? Alors, je dirais un regard évidemment positif. À titre personnel, je précise que je vis dans un habitat inclusif des villages bleus qui sont gérés par la Mutualité française. Et donc, j'ai la chance d'avoir un focus group depuis 5 ou 6 ans quand je suis sur place, parce que je me déplace beaucoup. Et puis, professionnellement, on essaye vraiment de privilégier au niveau du réseau cette idée qu'il faut des habitats pour des vieillissements. Et que du coup, il faut sortir au niveau souvent politique de cette perception que parce qu'on aurait un EHPAD sur un canton, on aurait trouvé la solution au même titre qu'on aurait aménagé une douche à l'italienne dans un logement et tout irait bien. Donc c'est sortir des idées reçues et puis regarder en fait le logement comme un outil du parcours de vie afin de faire en sorte que ce parcours de vie il corresponde à un instant T aux aspirations sur lesquelles les gens peuvent être. Et j'entendais tout à l'heure cette idée de s'imaginer, de se dire demain et après-demain comment je ferai. En réalité, se projeter dans la durée, c'est pas quelque chose qui est encore naturel pour les générations qui sont retraitées. Et donc, penser son logement pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est quelque chose qui est complexe. Et le rôle du réseau, c'est aussi d'avoir envie de montrer la gamme d'offres qui est possible, de ne pas opposer ce domicile dans lequel tout le monde nous dit qu'il a envie de rester à la vie en établissement, mais de se dire qu'en fait, si j'ai suffisamment de choix, eh bien, je me sens respecté dans comment j'aimerais vivre, comment j'aimerais vieillir. Et donc, je commence à retrouver ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est-à-dire une vision positive de l'avancée en âge, où en tant que personne, on se dit
mais ça correspond à qui je suis. Et ça, c'est vraiment, de mon point de vue, fondamental. Donc il y a un changement de mentalité, finalement, à accompagner. Pour moi, si on ne travaille pas à ce changement de mentalité, et entre autres au niveau des décideurs, eh bien, on va, je dirais, renforcer la fracture territoriale qui était abordée tout de suite, et surtout, on va avoir des offres qui seront que des réponses à des crises. Or, on sait que on a un défi démographique devant nous, et il est heureux que tous les gens qui sont réunis aujourd'hui soient déjà passés, je dirais, de projets à des réalisations. Mais maintenant, il va falloir qu'on agisse pour démultiplier ces réalisations et pour faire en sorte que quand on sera encore plus nombreux, et je dis nous, moi j'ai 58 ans, donc voilà, c'est peut-être dans 20 ans que j'aurai besoin des différentes offres dont on parle, sauf que si elles ne sont pas pensées, financées et semées sur l'ensemble du territoire, il y aura des gens qui auront la chance d'avoir des réponses et puis d'autres qui vont être en souffrance parce que ce travail d'anticipation, il n'aura pas été fait. Et je crois que le rôle des décideurs publics, c'est des fois d'être un petit peu en avance sur l'approche individuelle qu'on a. Je disais, c'est naturel que personnellement, on ne se voit pas. Quand on dit à quelqu'un qui arrive à la retraite qu'il a peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans à vivre à la retraite, les gens écarquillent les yeux en se disant « mais pourquoi vous nous dites ça ?» Et en fait, quand on regarde les données, c'est une réalité. Et donc, il faut que la force publique soit en capacité d'anticiper, parce que construire du logement, c'est long. Ça doit être adapté à tout un tas d'enjeux dont on a parlé depuis ce matin. Et je pense aussi que la gamme d'offres doit se faire sur un périmètre de vie qui est peut-être pensé différemment. Un périmètre de vie qui va être à l'échelle non pas du quartier, mais plutôt de la ville ou de la communauté de communes ou du canton ou du pays. Enfin, en tout cas, un bassin dans lequel j'ai un certain nombre de repères et sur lequel cette gamme d'offres va m'être proposée. Et puis, il y a, je dirais, un rapport à faire, une balance à faire entre le côté avantage et renoncement si on déménage, si on change de lieu de vie. Forcément, ça ne sera pas la liste complète de toutes les choses que j'avais avant. Par contre, on doit être capable de dire quels sont les avantages et les renoncements auxquels je suis prêt. Et ça, il faut le faire à deux niveaux. Il faut le faire avec l'habitant âgé lui-même, parce que il est, je dirais, en capacité de définir le plus longtemps possible un certain nombre de choses. Et puis, il faut le faire avec l'entourage. Et il ne faut pas induire des choses qui ne seraient pas forcément justes en disant tu sais, ça serait mieux pour toi. Sinon, on reproduira, je dirais, les mêmes erreurs qu'on a pu faire avec ces termes horribles quand on disait qu'on plaçait quelqu'un en maison de retraite. Oui, et du coup, oui, avec cette injonction. Une des autres questions, peut-être qu'on abordait là, il y a quelques instants avec Arnaud, c'est celle de la formation des personnes qui accompagnent. Je crois que pour vous, c'est un aspect important et stratégique. Oui, alors je dirais qu'en fait, le changement de regard, de mon point de vue, il permettra de donner envie en fait à des professionnels de venir travailler avec des habitants âgés, au service des habitants âgés, mais dans une vision positive de l'âge. Et quand on entendait Arnaud, on voyait bien que quand on a une proposition qui se base en fait sur les capacités des gens et pas simplement sur le fait qu'ils peuvent pas faire quelque chose, il y a du personnel qui se bouscule. Et donc là aussi, il y a, je dirais, avant de se questionner sur pourquoi on a peu de gens aujourd'hui qui veulent venir travailler, il faut qu'il y ait une vraie valorisation des métiers de l'avancée en âge et pas que du grand âge. Je pense que ça serait pas forcément juste d'opposer le côté retraité au côté, je dirais, personne en perte d'autonomie. Je pense qu'il y a vraiment un environnement et que la formation est un point fondamental pour donner envie aux jeunes
Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un regard qui soit plus positif sur l'âge. Il faut qu'on développe des outils pour que ces formations, elles soient aussi tout au long de la vie et que, quelque part, on ait un parcours professionnel qui soit proposé aux personnes qui vont travailler auprès des gens âgés. Parce que est-ce qu'on pourra tenir 45 ans à faire de la manutention avec des gens, à avoir des métiers qui sont rugueux, hein, et je pense que là aussi, l'ensemble des décideurs et des employeurs doivent avoir, je dirais, un petit peu d'avance sur l'usure pour pouvoir se dire, eh bien, je propose des métiers à des moments qui sont plus exposés, à des moments qui sont moins exposés, à des moments où je suis en respiration, en responsabilité, y compris pour des gens qui n'ont pas été formés pour ça, mais qui l'ont fait parfois sur le tas. L'identification, là aussi, à l'intérieur d'un périmètre de vie, doit certainement permettre de faire évoluer les choses. Et les financeurs doivent s'interroger sur aussi les temps partiels non choisis. Moi, quand je vois des fois des plans d'aide où on a une demi-heure d'intervention, je me pose vraiment des questions sur comment on peut dire à quelqu'un qu'il faut qu'il soit motivé pour continuer de venir travailler chez les personnes âgées. Parce que des fois, en milieu rural, ça fait plus de temps de trajet que de temps de présence chez les gens. Donc, je sais que ça questionne les financements, mais on ne peut pas rester en faisant comme si ça ne nous touchait pas, parce qu'on voit bien là la pénurie, et la pénurie, elle est générée parce qu'on a un manque d'attractivité de fond et de forme. Très bien, merci. Merci beaucoup de ce point de vue tout à fait éclairant. Je vais maintenant m'adresser à Virginie Magnan, donc, qui est directrice de la CNSA. Bonjour Virginie. Bonjour. Voilà, c'est bon, le son est revenu. Merci en tout cas d'accepter de venir jouer le rôle de grand témoin. Et j'ai peut-être une première question. Vous avez entendu beaucoup de choses, mais au-delà de ça, la question c'est de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui la CNSA soutient le développement de ces propositions nouvelles d'habitat ? Alors la CNSA, je dirais, a soutenu dans l'histoire l'émergence d'habitats inclusifs, en particulier en étant partie prenante de l'expérimentation de ces habitats avant même qu'ils soient reconnus, en imaginant avec les agences régionales de santé le forfait habitat inclusif qui a permis de soutenir ces initiatives très pionnières de ces formes d'habitat intermédiaires qui sont du chez-soi sans être seul. C'est ce premier temps d'expérimentation, dans le cadre de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre en particulier, donc je dirais à partir de 2016-2017, qui a permis de vraiment consolider des premiers modèles, qui a conduit, qui a permis que, en particulier, l'habitat inclusif reçoive une définition législative au travers de la loi Elan. Et puis, devant le caractère encore modeste de ces développements et en contraste avec l'ambition très forte autour de ce type d'habitat et vraiment un mouvement de fond, je pense, de soutien à ce que ces habitats représentent de nouveau et d'adapter aux besoins des personnes, eh bien, les ministres ont missionné Denis Piveteau, Jacques Wolfrom, pour faire un état des lieux et identifier ce qui pouvait encore manquer dans la panoplie pour booster le dispositif. Et donc, Denis Piveteau et Jacques Wolfrom ont remis un rapport qui s'appelle pour soutenir le développement de ces habitats, en faisant notamment la proposition centrale de mettre en œuvre un nouveau dispositif financier de soutien à leur développement qui s'appelle l'aide à la vie partagée, l'AVP. Et la CNSA, elle est très simplement investie du rôle de travailler avec les départements pour mettre en place cette aide à la vie partagée et ainsi donc booster ces projets qui à la fois sont extrêmement motivants. Je crois que beaucoup de participants à la table ronde l'ont dit, ça a fait envie, y compris pour nous-mêmes. On se projette bien dans ces futurs habitats
et on se dit vraiment quelle chance d'imaginer que lorsque nous aurons peut-être atteint cet âge où nous aurons envie d'un autre habitat et de continuer à être chez nous, mais avec un niveau de sécurisation accru, nous trouvions ces habitats. Donc ça fait très envie, mais c'est encore confidentiel. Donc comment on fait pour passer à l'échelle? Et donc c'est le rôle de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en lien avec d'autres acteurs nationaux, que de faciliter ce passage à l'échelle. Très bien. Alors, et donc concrètement, comment on fait donc pour changer finalement et passer à l'échelle, changer de braquet, si j'ose dire? Notre conviction, c'est de s'appuyer sur les acteurs territoriaux qui sont investis à la fois de la politique de l'habitat et de la politique de l'âge ou du handicap. Et donc de s'appuyer en centralité, c'est d'ailleurs ce que recommandaient déjà Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, sur les conseils départementaux qui souvent sont délégataires de l'aide à la pierre et donc connaissent la politique de l'habitat à travers la mobilisation de ce dispositif complètement de droit commun pour soutenir le développement d'une offre d'habitat accessible financièrement, et puis qui ont leur casquette chef de file des politiques de l'autonomie, donc aussi bien tournés vers l'âge et le handicap, et donc, j'allais dire, qui sont spontanément en capacité de faire le lien entre les deux dimensions de ces habitats, qui sont des dimensions logement et des dimensions soutien à l'autonomie des personnes, qu'elles soient âgées ou handicapées. Donc, la CNSA, qu'est-ce que nous faisons dans ce dispositif ? Nous mobilisons une aide financière, parce que notre expérience, c'est que quand on donne, quand on met une aide financière de la CNSA, souvent ça a un effet levier, ça permet d'engager des acteurs en cascade, et on propose aux départements qui souhaitent se lancer dans le dispositif d'être fortement soutenus, de passer une convention avec nous et avec l'État, le préfet, dans les territoires, pour qu'il embarque aussi tous les services déconcentrés de l'État, avec un financement de la CNSA qui peut aller jusqu'à 80% de l'aide à la vie partagée. On ne fait pas que du soutien financier, on fait aussi beaucoup de pédagogie autour du dispositif, parce que là, nous parlons avec des acteurs qui sont initiés et des porteurs de projets qui ont aussi un grand rôle à jouer pour promouvoir le dispositif, aller frapper à la porte des maires, des conseils départementaux, leur dire on a des projets, on a besoin de votre soutien. Donc il faut que la pédagogie, je dirais, elle soit faite dans les deux sens, que les porteurs de projets puissent aller voir les élus locaux pour dire mais on a besoin de ces nouvelles formes, on est en capacité de s'investir et d'animer les projets, donc aidez-nous. Et puis nous, CNSA, on apporte aux conseils départementaux et à travers eux, aux maires ou aux intercos, je dirais les outils, les modes opératoires pour se lancer dans le soutien aux porteurs de projets. Parmi ces outils et ces modes opératoires, je veux citer un guide que je vous présente, qui est un cahier pédagogique sur l'habitat inclusif que nous avons construit avec les acteurs de l'Observatoire de l'habitat inclusif. Et puis, nous animons en partenariat avec les conseils départementaux, les agences régionales de santé, des journées dédiées au niveau régional qui permettent de fédérer tous les acteurs, les services départementaux, les RS, les services du logement de l'État, les bailleurs sociaux, les porteurs de projets, des représentants d'associations représentatives de personnes pour faire connaître le dispositif, les opportunités, les modes de soutien et puis inciter tout le monde à y aller. Très bien, merci. Je crois que juste peut-être pour à la fois pour conclure, puis une dernière question, mais je crois que derrière le développement de ces solutions, il y a un enjeu qui est aussi de passer d'une situation d'urgence, de gestion de l'urgence, à finalement une situation de projet, et qui est quelque chose auquel la CNSA est particulièrement attachée. Oui, bien sûr, parce que ça a déjà été évoqué dans la table ronde, le changement du domicile en cas de dégradation, en cas de perte brutale de l'autonomie, mais c'est la pire des solutions. L'habitat partagé, nous en avons la conviction, c'est un projet de vie pour une personne, pour un couple. C'est vraiment faire le choix de
cet habitat différent. Et ce qui me frappe, c'est que on évoque beaucoup la colocation, par exemple. Mais la colocation, à certains âges de la vie, quand on est étudiant, ça s'impose avec évidence. Un étudiant qui va devoir changer de ville pour poursuivre ses études à un moment ou à un autre, vraiment, la recherche de colocation, ça sera une des options possibles qui s'imposera spontanément à ce moment-là de sa vie pour faciliter en fait son accès à un logement. Notre ambition, c'est de faire en sorte que la recherche de ce type de solution, ça soit aussi évident qu'il y a un moment de sa vie où on se dise j'éprouve des difficultés à me maintenir dans mon logement. Quelle va être la solution désirable pour être, je le redis, chez moi en sécurité, et que la solution d'habitat intermédiaire, quel que soit son nom, habitat intergénérationnel, colocation solidaire, habitat partagé, inséré, accompagné, voilà, toutes ces formes de propositions, elles s'imposent, elles soient visibles, lisibles, qu'elles puissent faire envie aux personnes et que ce ne soit pas une décision subie, contrainte, mais que ce soit mûrement réfléchi et que du coup, la personne, son proche, son conjoint, puisse investir le projet d'habitat partagé, le projet collectif, parce que c'est ça réellement la force du nouveau modèle et c'est ça qui fait qu'on est chez soi, aussi bien dans la part du logement strictement privatif, mais qu'on peut investir toute cette dimension de vie collective qui est la force de la proposition. Merci infiniment. Nous allons donc devoir conclure pour pouvoir tenir le timing. Merci infiniment à l'ensemble des intervenants.